Hey, 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 bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce Coach Talk. C'est le bordel chez les poids lourds à l'UFC et on va en discuter avec Aldric. Aldric, comment vas-tu? Salut Chris, bonjour à tous. Eh ben, écoute, ça va très bien. Beaucoup de boulot en ce début d'année, mais on aime bien ça, et puis on aime être actif. Donc voilà, et si on peut essayer de clarifier un petit peu certains business models pour les gens qui nous écoutent, ben, on va le faire avec grand plaisir lors de ce podcast. Ouais, parce que là, typiquement, on est dans justement ce qu'on entend par business model. C'est quelque chose que l'UFC a mal calibré selon moi, mais ça va faire le sujet de ce Coach Talk. Avant de commencer, cet épisode vous est présenté par unibet.fr. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Bon, avant de commencer, je propose que je mette un peu de contexte. Donc, je vais faire un long monologue et puis je vais te passer la balle. Donc, pour mettre du contexte dans la situation des poids lourds à l'UFC, on va remonter jusqu'à août 2020. C'est la dernière fois que Stipe Miocic a défendu son titre avec succès. C'était pour clôturer la trilogie face à Daniel Cormier. En mars 2021, il perd sa ceinture aux mains de Francis Ngannou. Francis Ngannou est parti de l'UFC après ça et il a donc laissé la ceinture vacante. Celle-ci a été disputée en mars 2023 entre John Jones et Cyril Gane. On connaît évidemment l'issue de ce combat. John Jones devait la défendre à New York contre ce même Stipe Miocic. C'était en novembre de cette année, de 2023 évidemment. John Jones s'est blessé. L'UFC a donc mis en place une ceinture intérimaire entre Thomas Spinal et Sergei Pavlovich, sans même la proposer à Stipe Miocic, qui était initialement prévu contre John Jones. Thomas Spinal a battu Sergei Pavlovich et il est donc aujourd'hui le champion intérimaire et disponible. Aujourd'hui, on est dans une situation où Thomas Spinal veut soit la défendre contre Stipe Miocic en attendant le retour de John Jones, parce que John Jones s'est blessé pour assez longtemps. On n'a pas encore de date de retour, mais quand il s'est blessé, on parlait déjà de 8 mois d'absence, plus revalidation, plus retour en forme, donc fin 2024, peut-être même début 2025. Soit il veut attendre John Jones et être la personne prioritaire à pouvoir accueillir à nouveau John Jones pour une unification des titres. Alors, ce qui se passe, c'est que Stipe Miocic ne veut pas combattre contre Thomas Spinal pour la ceinture intérimaire en attendant le retour de John Jones. Stipe Miocic ne veut combattre que contre John Jones. John Jones s'est exprimé sur les réseaux, il n'est pas intéressé par Thomas Spinal et quand il revient, il veut lui aussi combattre contre Stipe Miocic. Alors moi, je t'avoue que ça me pose problème. Selon moi, quand tu as un champion intérimaire, c'est le prioritaire sur le retour du champion. On doit faire une unification des titres. C'est d'ailleurs ce qui a toujours été fait à l'UFC jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, j'entends l'argument légende contre légende, le GOAT contre le GOAT heavyweight, ça a de l'attrait, mais j'aime pas la logique sportive derrière. Quelle est ton opinion à toi sur toute cette situation? Non, mais je te rejoins totalement, et surtout, il faut comprendre à un certain niveau, parce que on a souvent évoqué lors de nos podcasts comment dire, les échelons à gravir pour passer d'amateur à professionnel, de professionnel à UFC roster. Et après, arriver encore à un certain niveau, il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Quand je parle de certains niveaux, je parle de champion intérimaire, de prétendant à la ceinture ou de champion en titre. Il y a d'autres logiques qui viennent en prise de compte. Il y a des logiques de pay-per-view, il y a des logiques de fighters existants, il y a des logiques de legacy. Et le choix souvent est donné aux combattants. On le développera, ce que je te dis là, on le développera aussi la semaine prochaine quand on évoquera le cas de Manon Fiorot contre Erin Blanfield. Mais comme a pu le faire un Léon Edwards, comme a pu le faire, comme ne l'a pas fait Manon, mais ça je le verrai plus la semaine prochaine, tu as des choix de patienter, de rester un an sans combattre, ou tu as des choix pour faire des ceintures intérimaires ou des combats entre guillemets pour patienter. Et cette logique, elle vient par rapport à des chiffres en fait. Tout n'est que statistique et tout n'est que algorithme en fait par rapport à, à des pay-per-view, par rapport à des combats, par rapport à l'attrait de ces combats.
Moi aussi, j'ai fait un petit monologue pour arriver à la conclusion suivante. Pour l'instant, ils ont donné un combat à Thomas Spinal intérim parce qu'il fallait combler la blessure de John Jones, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, va être réopéré, je crois, aujourd'hui ou demain, euh, pour une opération. Alors, je ne sais pas si c'était déjà prévu ou si c'est pour retoucher à la chirurgie qui avait été précédemment faite, mais il va être réopéré là rapidement. À partir de là, ça nous met très 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 loin. Et la question va être se poser de non, il n'y aura pas de réunification pour le moment, parce que je pense que le combat perdrait de son attrait entre Jones et Miocic. Donc on va, je pense, avoir une ceinture intérimaire qui soit est défendue, soit ils vont lui proposer un an de break, un peu. Regarde sur la topologie de Leon Edwards, le temps qu'il a mis pour avoir la ceinture. Lui, on lui avait laissé le choix, et au lieu de prendre un autre combattant du top 10, il a préféré attendre. Alors, pour l'histoire, lui, il a bien fait. Mais après, il y a des combattants qui préfèrent rester actifs. Et comment dire, vu l'intensité des tweets et des X de Thomas Spinal en ce moment, je pense qu'il est en train de s'impatienter et que à 99,9%, ça va finir par un gain à Spinal qui, malheureusement, à mon avis, aura lieu plutôt sur le sol anglais. Ouais, mais c'est là toute la complexité, parce que, en fait, si tu attends et que cette ceinture intérim ne signifie pas que c'est toi qui vas unifier derrière, en fait, elle a aucune valeur, parce que là, ce qu'on est en train de dire à Thomas Spinal, c'est bien, tu as gagné la ceinture intérimaire, mais quand John Jones revient, il va combattre contre un autre contender, alors que c'est toi le champion intérim. On va aller chercher le numéro 4 de la division. Actuellement, officiellement, dans les rankings, c'est Stipe Miocic qui est en quatrième position. Donc il y a d'autres contenders devant lui. Et si ça ne tenait qu'à moi, je suis un grand fan de Stipe Miocic, mais à partir du moment où la legacy, elle s'enlève, tu vois, il est plus actif, il a plus gagné depuis 2020. Il devrait être plus bas dans les rankings, voire même sauter des rankings dû à son inactivité. Donc, ce qu'on dit à Thomas Spinal, c'est t'es champion intérim, soit tu défends cette ceinture, et même si tu la défends, tu ne seras toujours pas le contender numéro 1 légitime. C'est vraiment ça. Ouais, Tu peux, après, en Chris, gros, tu sais ouais, que les choses, elles peuvent évoluer sportivement quand même. Ok, comment dire, la méritocratie n'est pas la qualité première de cette ligue qu'on adore tant. Ça, c'est une vérité, un fait bien établi, et on a beaucoup, beaucoup de précédents pour confirmer ce que je te dis. Par contre, on sait qu'il y a quand même un côté sportif qui peut être déterminant. Au moment où on parle, toi et moi, là, où on fait cet échange, tu as raison, il n'y a aucune possibilité que il renonce à Jones Stipe pour la ceinture poids lourd, pour peut-être le combat d'adieu des deux, peut-être le combat d'adieu d'un seul. Ça, on ne sait pas au moment où on se parle. Après, moi, j'ai envie de te dire qu'il y a quand même une logique qui se fait dans la cage, et que s'il décide de défendre sa ceinture intérimaire et qu'il recommence à faire une performance euh, exceptionnelle, peut-être que les choses peuvent bouger. Donc là, je pense que l'inactivité serait effectivement... parce que pour l'instant, il y a des demi-finales, entre guillemets, parce que les gens, ils n'aiment pas trop qu'on utilise ce terme, et à juste titre. Il y a des combats de contenders qui sont en train de se régler dans cette catégorie. On sait que il va y avoir un très gros choc. D'ailleurs, c'est quand? C'est en février? c'est à l'UFC 299, donc c'est sur la même carte que BSD contre Poirier. C'est le choc entre Curtis Blades et Jailton Almeida qui Voilà. était déjà prévu plus Au tôt Brésil. en 2023. Je crois il était prévu au Brésil, si je ne dis pas de bêtises initialement. Exactement, exactement. Donc il y a ce combat-là qui va fixer, à mon avis, l'arrivée d'un nouveau contender. Il y a un Pavlovic qui vient de prendre un KO, donc à mon avis, il est hors jeu. Il va devoir se refaire sur quelqu'un de plus bas dans le roster. Et j'ai même pas vu s'il y a un mec du top 5 qui l'a pas affronté, qui serait pas matché, hein, je parle bien. Volkov. Ah ouais, ouais, Bon, ouais, c'est ouais. top 6, c'est numéro 6, mais ouais. Un Volkov Pavlovic pour patienter. Et je te dis, il y a la possibilité, à mon avis, je sais qu'il y a un UFC London qui est prévu, je crois, au mois de mai ou de juin. Et puis voilà. Et petite anecdote, pour les gens qui nous écoutent, ça a été confirmé par Guillaume Pelletier. Moi, je vous avais un petit peu hameçonné là-dessus fin novembre, je crois, ou début... Ouais. Ouais, c'est ça, fin octobre même, très tôt dans le truc. On a raté de très peu un UFC. Alors peut-être qu'il y en aura un autre en fin d'année, en sachant que
que Paris n'est pas privilégié parce qu'il y a les Jeux Olympiques et ensuite suivis par les Paralympiques. Mais le sort, franchement, je pense que s'il n'y a pas la blessure de John Jones et le draw de Valentina au mois d'octobre, on aurait eu un UFC au mois de mars à Paris avec de très belles choses dedans. Mais malheureusement, cet UFC ne s'est pas fait. Pourtant, quand j'ai donné les pourcentages lors d'une interview RMC, lors de notre podcast, j'avais dit vraiment 90% et c'est vraiment, vraiment pas passé loin, puisqu'il y avait tout ce qu'il fallait, mais voilà, une blessure, un mauvais résultat et reset pour cette année. Et deux catégories qui se ressemblent un petit peu au final, puisqu'elles stagnent légèrement, même si on fait s'affronter les contenders. Ouais, ben c'est là aussi enfin, un des problèmes que moi j'ai, c'est normalement pour moi c'est comme ça qu'on définit. Quand tu as un champion qui est blessé et indisponible, c'est la ceinture intérim, c'est pour justement, comme l'indique son nom, c'est pour qu'on ait un champion intérimaire et qu'on oublie un peu l'absence du champion et qu'on ait une catégorie qui continue à tourner normalement avec un champion intérimaire qui défend son titre tant que le champion ne revient pas et quand le champion revient, il y a cette unification des titres. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Là, le problème, c'est qu'on a un John Jones, on ne sait pas encore quand il revient, donc il risque de, entre guillemets, bloquer cette division très longtemps. Et si on n'annonce pas à Thomas Spinal que c'est lui, enfin celui qui aura le titre intérimaire, qui fait l'unification des titres, on risque d'avoir un Thomas Spinal qui bloque lui aussi la division en disant je vais m'asseoir sur ce titre, je vais attendre que John Jones revienne pour combattre contre Stipe Miocic, et puis je prends le vainqueur. Mais en attendant, comme tu l'as très bien dit, on a Jailton Almeida contre Curtis Blades, le vainqueur. Il aura aussi un sacré argument pour un titre. Tu as Pavlovich qui peut revenir se repositionner comme contender. Il y a Cyril Gane qui est encore dans le tas. Et c'est vrai que je n'ai même pas pensé à ça, mais quand tu disais Pavlovich, il y a une autre personne du top 5 qui ne l'a pas encore affronté, c'est Cyril Gane. On pourrait avoir Cyril Gane contre Pavlovich. Et donc, ce temps-là, il y a plein de nouveaux contenders qui vont se former dans une des divisions qui est les plus marketable de l'UFC. Et donc là, je suis en train de me dire, l'UFC, en fait, ils ont merdé. C'est comme ça que je le vois. Ils ont fait un mauvais choix avec une vision à court terme. Le choix qu'ils ont fait, c'est UFC 295. Ils ont fait payer les places super chères au Madison Square Garden parce que c'était John Jones contre Stipe Miocic. Quand John Jones s'est blessé, ils se sont dit mince, on n'a plus du tout la même valeur de carte qu'on aurait pu offrir à la base. Et donc, ils se sont dit on va mettre un titre intérim entre Thomas Spinal et Sergei Pavlovich pour un peu sauver la face. Mais le problème, c'est que c'est une vision à court terme. C'est une vision juste sur l'UFC 295. Et aujourd'hui, à cause de cette ceinture intérimaire, pour moi, on se trouve dans une situation complètement merdique. Je vais dire comme ça. S'il n'y avait pas eu cette ceinture intérimaire, je pense que personne ne se plaindrait du fait que les plans de l'UFC soient John Jones contre Stipe Miocic quand les deux sont disponibles. Et Thomas Spinal, c'est un contender, mais il n'a pas de ceinture, donc il reste haut dans le classement. Et voilà, ça devient un choix. Mais c'est vraiment, moi, le gros problème que j'ai, c'est cette ceinture. En fait, c'est la première fois de l'histoire de l'UFC où on dit cette ceinture n'a aucune valeur, alors que historiquement, elle a toujours eu de la valeur. Non, mais sans émettre de critique, parce que tu comprends que je dois, compte tenu moi des rapports que j'ai pour l'instant avec eux, je dois être mesuré. Il y a, il y a comment dire, il y a des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni queue ni tête, et il y a surtout, souvent j'entends les mecs qui disent ouais, mais il va choisir. Hein, et là, on se rend compte de quelque chose de hyper important au moment où on se parle, c'est qu'en fait, t'as beau avoir le statut entre guillemets de GOAT, de légende, de champion intérimaire, tu ne choisis rien. Et pour ça, je vais amener deux preuves pour corroborer ce dont on parle. Il y a quoi? Il y a un mois et demi, 2 mois, un Spinal qui dit je ne prendrai jamais Cyril Gane, il m'a snobé à Paris, je vais le faire attendre. Et 2 mois plus tard, tu te rends compte, compte tenu de la fermeté des rapports et surtout du manque de propositions et d'activités dans la catégorie, que il en est résolu à presque le demander lui-même, ce combat maintenant, tu vois. Et prier pour qu'il se fasse parce qu'il veut être actif, parce que en plus, lui, il ne peut pas se permettre de faire comme a fait Léon Edwards, de temporiser, parce qu'il a eu une très grave blessure sur l'UFC Londres quand il était opposé à Curtis Blade. On sait que le genou a morflé énormément et que c'est des dommages qui sont peut-être irréversibles, parce qu'on l'a pas vu depuis son retour, on l'a pas vu sur du long, hein, donc on ne sait pas comment ça tient, on ne sait pas. Donc il a besoin d'être actif et il a besoin de nourrir sa famille aussi, parce que pareil, tu vois, quand on arrive à ce rang-là,
je me suis amusé de donner un chiffre pour les gens qui nous écoutent. On est à un niveau là où tu touches 20 à 30 fois à peu près la paye de beginner, de rookie à l'UFC. Donc c'est une paye qui est importante, mais si tu ne combats pas régulièrement, c'est des gens qui ont besoin d'activité. Hein. Il faut le comprendre aussi et l'intégrer, ça. Et le deuxième exemple, je prendrais Dustin Poirier. Tu prends un Dustin Poirier au Madison Square Garden qui dit au micro très bien la performance de BSD, mais il va falloir encore qu'il gagne un ou deux combats pour pouvoir m'affronter. Et tu te rends compte que l'UFC en décide autrement et qu'il n'y a pas de parole de légende, il n'y a pas de parole d'un mec qui a été champion intérimaire ou GOAT, tout ce que tu veux, ou les combats de Conor ou machin. Ils font ce que bon leur semble marketingement et même si ça fait, comment dire, parler en défaut un de leurs gars, that's it, c'est parti. Et pour finir là-dessus, avant de te redonner la parole, je pense que pour l'instant, l'UFC a les cartes en main, mais d'un point de vue temporalité, ça ne peut pas durer 1000 ans. Comme tu l'as très bien dit, il y a des contenders qui s'affrontent. Il va devoir, Aspinal va faire le choix là, à mon avis, rapidement, voire même en ce moment. Je pense qu'au moment où on se parle, le management d'Aspinal est en égo pour savoir si il se couche, s'il temporise un petit peu sur la fin de l'année ou s'il prennent un combat avant. Moi, je suis quasi certain qu'il va vouloir prendre un fight sur l'UFC London qui est sur le deuxième trimestre de l'année. Après, ça ne nous emmène pas si loin. Il faut qu'ils soient capables, sur le dernier trimestre de l'année 2024, de faire leur rencontre des GOAT. Si ce n'est pas le cas, même si c'est l'UFC, même s'ils font ce que bon leur semble, la catégorie Red n'aura ni queue ni tête et ça c'est pas possible. Ils peuvent sacrifier des catés légères qui ont moins d'impact médiatique, mais pas celle-là. Donc quoi qu'il arrive, je pense qu'on est, voilà, les choses devraient se régler sur le dernier trimestre. J'en suis persuadé. Bon. Ben, c'est ça en fait, c'est que l'UFC aime bien mettre la division des poids lourds en avant. Et là, ils se sont bloqués tout seuls en fait avec ce genre de situation. Donc il y a une idée qui a été émise aussi, c'était de se dire, bon ben, John Jones, il est blessé longtemps, et en plus de ça, il veut affronter quelqu'un qui n'est pas supposé être le contender légitime pour son retour. Pourquoi ne pas retirer la ceinture à John Jones? Parce que clairement, ni John Jones, ni Stipe Miocic ne semblent avoir une quelconque envie on va dire sportive. Ils veulent faire un combat de légende, un combat qui a cette valeur-là. Pourquoi ne pas se dire, bon, ben, on retire le titre à John Jones, Tom Aspinall devient le champion, on fait continuer la division comme n'importe quelle autre division avec un parcours sportif. Et quand John Jones revient de sa blessure, ben, on fait ce combat de légende. Alors oui, il n'y a pas de ceinture en jeu, il n'y a pas la ceinture poids lourd en jeu, mais est-ce que l'UFC y perd vraiment? Puisqu'il y a de fortes rumeurs que l'un comme l'autre prendrait sa retraite après ce combat. Donc au final, si c'est pour faire ce combat pour cette ceinture qui sera vacante après, sur une vision à long terme, c'est pas trop dans l'intérêt de l'UFC. Alors pourquoi ne pas de nouveau créer une nouvelle ceinture? Tu sais, on a la BMF, Baddest Motherfucker, on pourrait faire la Baddest Man on the Planet, tu vois, on a le GOAT, enfin celui que l'UFC va vendre comme le GOAT, toute division confondue, même si c'est toujours un sujet à débat, contre le GOAT Heavyweight. Voilà, tu crées une ceinture pour ça, comme ça bloque pas la division. Et de l'autre côté, quand tu as ce combat de légende, tu peux le marketer avec une ceinture fictive, ce qui poserait, à mon avis, pas de problème au niveau des chiffres et des pay-per-view. Ça vendrait tout autant que ce soit cette ceinture fictive ou la vraie ceinture, qui a une forte chance d'être laissée vacante après, et que ce soit de toute façon Thomas Aspinall ou quelqu'un d'autre qui la dispute par la suite. Et au moins, en attendant, tu as un Thomas Aspinall qui est champion et qui va défendre sa ceinture contre le prochain contender, quoi. Mais moi, je pense que tu viens de nous raconter la fin du film, là. Là, tu as tout résumé. C'est-à-dire que, d'après moi, avec mon expérience, s'il décide de défendre à l'UFC Londres, ça restera une ceinture intérimaire, ce sera le main event de l'UFC London, et that's it. Par contre, si ça bloque dans la division pour faire le combat à cause de Jones ou de Miocic et qui reporte tout ça sur 2025, oui, je pense que le vainqueur, parce que là, on y est quand même, je pense que le vainqueur de Blades Almeida, il est contender aussi pour le titre intérimaire. Et d'après moi, si c'est pas réglé en fin d'année, tu verras que le vainqueur de Aspinall gagne, si c'est Aspinall gagne à Londres, il prendra le vainqueur de Almeida Blade et que
là, la ceinture, elle deviendra officielle. C'est à mon avis, je pense que tu as tout résumé là en disant cette phrase. Après, il est même possible qu'ils fassent ça la même soirée, tu vois. Je pense qu'ils essayent vraiment de finir leur année là-dessus pour régler cette catégorie poids lourd. Et pour l'instant, au final, ils ne sont pas pressés. Parce que tu as Blade qui se bat d'un côté, Aspinal, à mon avis, qui va rester actif sur l'UFC Londres. Donc derrière, ils savent que c'est des poids lourds malgré tout, ils ne renchaînent pas tout de suite. Il y a 4-5 mois qui vont se passer, que ça les renvoie vers fin d'année, que fin d'année, ils prennent une décision en fonction de est-ce que c'est réalisable de finir avec Jones ou pas. Et tu verras que je pense que là, tu n'es pas très loin du scénario final. Tu n'es pas très loin du scénario final. Je pense qu'ils réunifieront cette ceinture ou en tout cas l'officialiseront en fin d'année s'ils n'arrivent pas à mettre en place ce combat de légende. Ouais, je pense que ça résume un peu la situation, mais elle est vraiment, enfin moi je la trouve ultra bordélique, surtout comme on l'a dit plusieurs fois dans le podcast pour cette division que eux aiment bien mettre en avant. Ils sont vraiment tirés une balle dans le pied avec cette ceinture intérim, enfin en tout cas sur la vision à long terme. Et aujourd'hui, quand tu regardes, c'est plutôt rare, mais chaque fois que John Jones s'exprime, j'ai l'impression qu'il y a une plus grande partie des fans qui sont contre son opinion à lui et qui sont plus en train de supporter l'opinion de Thomas Spinal. Mais il fait du bon Même boulot quand tu sur les regardes réseaux Ariel sociaux quand même, hein. Helwani, Il fait du bon boulot. Je trouve que ouais, la répartie d'Aspinal. Écoute, je ne sais pas s'il a pris un cabinet d'influence, mais moi, pourtant, c'est X, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'image, c'est assez compliqué, mais moi, il m'a fait rire quand même, hein. Le comparatif avec GTA San Andreas et Stipe Miocic et ses victoires, j'ai trouvé ça très fin. Et même la répartie qu'il met quand il se fait clasher par deux zones, qui lui est vulgaire quand même. Là, par contre, on a un John Jones en mode trash talk qui utilise des termes que j'ose même pas répéter euh, en français avec les gens qui nous écoutent. Mais je trouve que le boulot que fait Aspinal en ce moment est extrêmement légit, digne d'un champion intérimaire et que il fait vraiment parler de lui. Comme tu le dis, il est en train, à mon avis, de gratter, même si les Américains ils sont très chauvins, on le sait, et ça changera pas. Le boulot fait sur les réseaux sociaux est exceptionnel, je pense. mais en fait, Aspinall, moi j'ai toujours dit, hein, c'est un des gars que j'apprécie le plus en interview parce que il a ce côté réel. Il va s'autocritiquer, il va être ouvert à la critique, il va dire exactement ce qu'il pense avec le bon vocabulaire, les bons termes. Il y a toujours cette notion de respect dans ce qu'il dit, même quand il va un tout petit peu piquer des légendes. Et d'ailleurs, bah, quand les légendes lui répondent, ben, il le dit réellement, tu vois, j'ai pas ton résumé, j'ai pas ton palmarès, tu es une légende, je suis pas encore à ton niveau, etc., etc. Donc il a vraiment ce côté réaliste, mais je trouve qu'il est très vrai dans ce qu'il dit, tu vois. Il pose la question simplement, il dit en tant que champion intérim, est-ce que c'est pas moi la personne légitime à réaccueillir le champion quand il revient? Et là-dessus, tu sais pas contre-argumenter. Moi, je trouve que tu sais pas contre-argumenter. J'ai vu quelques personnes sur X qui ont trouvé des arguments logiques, on va dire, en disant, bah, en fait, cette ceinture intérim ne te garantit pas le champion quand il revient. C'est vrai, c'est noté nulle part. J'ai trouvé aucune référence où c'était noté nulle part. Mais du coup, quelle est vraiment cette définition de cette ceinture? D'autant plus que tout, à 100% des cas où ça arrivait par le passé, c'était ça. C'était tu mettais un champion intérimaire pour que la division continue à tourner comme s'il y avait un vrai champion. Et quand le champion revient, ben, quiconque a cette ceinture intérim l'unifie avec le champion. Et si on a ça pour la toute première fois, euh, où celui qui a la ceinture intérimaire, il doit la défendre en parallèle au vrai champion qui défend sa ceinture à lui, ça fait un peu comme si tu subdivisais la division en deux. Et moi, je suis pas un grand fan de ça. Donc, je trouve sincèrement que, ouais, autant ça a donné de l'attrait à l'UFC 295, autant l'UFC a fait un très, très, très mauvais choix là-dessus parce que aujourd'hui, d'un point de vue sportif, tu peux pas justifier ça. Et autant je suis le premier à dire, il y a le business et il y a le sport, autant il doit toujours y avoir un argument des deux côtés pour justifier une décision. Et là, on n'en a que un, c'est business, on n'en a pas du côté sport. Et je me demande ce que va faire l'UFC pour essayer de, enfin, ils font ce qu'ils veulent en fait, hein. S'ils prennent une décision qui ne regarde pas du tout le sport, les gens vont se plaindre et puis 2 mois plus tard, plus personne n'en parlera. Donc c'est bien ça le problème et c'est une des raisons du recours collectif aussi. C'est qu'ils font tellement ce qu'ils veulent qu'on ne peut rien dire, mais on verra en avril aussi avec ce recours collectif si ça ne change pas. Mais après, comme tu l'as très bien dit, là, on a eu le temps de se poser des questions sur la faisabilité des matchmaking et tout ça, parce qu'il y a eu une période de pause où on est resté, quoi, 4 semaines, c'est
ça, hein. Je crois que je dis pas de bêtises, on est resté 4 Ouais, semaines sans UFC, donc il n'y a pas de projection sportive, donc on a le temps de réfléchir. Après, on est prêt, je vais faire un parallèle très bête et vulgaire, mais c'est comme à l'époque des jeux de Rome. Si on voulait pas que le peuple réfléchisse, on leur mettait des jeux. Et là, c'est pareil. On attaque un énorme calendrier qui nous amène jusqu'à l'UFC 99, 299 et l'UFC 300 et l'UFC Atlantic City, petit clin d'œil à nous. Et donc, les gens vont beaucoup moins réfléchir parce que il y a cette somme de combats qui arrive, il y a de la hype sur beaucoup de ces combats. On nous prévend un UFC 300 encore mieux que le 299 qui est complètement affolant. Et tu verras que dès la semaine prochaine, puisque là il y a l'UFC Taylor ce week-end et qu'après on enchaîne sur le Canada avec quand même un Drixus Strickland hyper intéressant quand même, il y aura beaucoup moins de réflexion de fait. Les choses vont retomber dans l'oubli et c'est pour ça que je me suis permis de dire qu'à mon avis le management d'Aspinal va essayer de vite booker parce qu'on sait que Léon Edwards il raffole pas des combats en Angleterre parce que pour des raisons qu'il le regarde et que c'est pas son attrait, il préfère défendre aux États-Unis. Donc je pense qu'il faut vite. Et puis, très honnêtement, Paddy Pimblett n'a pas pris c'est pas Benoît Saint-Denis, il n'a pas pris l'ampleur nécessaire pour assurer lui-même un main event. Donc, je pense qu'il faut vite qu'il coche la case main event de l'UFC Londres pour pouvoir se défendre parce que on va rentrer dans une période là où ça va être très actif et les gens vont oublier. Et les gens vont oublier et surtout les gens vont être moins attentifs à ce qu'il a fait sur X parce que il y a ces énormes combats qui arrivent. Et d'après moi, les choses, elles se jouent maintenant. Il faut vite prendre une décision et s'y tenir parce que après tout va être absorbé par cette année qui démarre très fort et le calendrier. Tu imagines là, l'UFC, ça commence à matcher sur avril. Voilà, ils ont quasiment tout booké sur mars. On est début janvier. Ça commence à matcher sur avril sur les top 10, top 15 de chaque KT. Donc ça va vite, ça va très vite en fait. ouais, ça va très vite et c'est là où moi j'ai peut-être un dernier argument, mais je trouve que cette situation elle est complexifiée alors qu'au final elle est très facile normalement. Bon, on va enlever la partie business, hein, mais logiquement, si tu es l'UFC, tu devrais dire à Stipe, ok, si tu veux être le challenger légitime au retour de John Jones, tu dois être le champion intérim. Si tu veux être le champion intérim, tu dois combattre contre Thomas Spinal. Si tu refuses, au retour de John Jones, bah, c'est Thomas Spinal qui prend le titre. Et du côté de Thomas Spinal, tu lui dis, bah, si tu refuses Stipe Miocic, nous on te destitue de ton titre intérim, ce qui ouvre la porte à ton Stipe Miocic contre John Jones. Donc au final, ça te permet de forcer Thomas Spinal contre Stipe Miocic. Moi, personnellement, je sais que c'est peut-être pas le combat qui va vendre le plus, mais c'est un combat qui vend bien. C'est la ceinture poids lourd qui est en jeu, c'est le prochain contender pour John Jones. Il y a plein d'éléments marketing qui fonctionnent. Si Stipe Miocic gagne, mais les chiffres que ça ferait, Stipe Miocic contre John Jones, parce qu'aujourd'hui, il y a un petit désintérêt de par l'inactivité de Stipe Miocic, de par son palmarès récent, 3 victoires, 2 défaites sur ses 5 derniers combats qui remontent à il y a longtemps. Si Stipe Miocic parvient à revenir et à battre Thomas Spinal, là, ton John Jones contre Stipe Miocic, ça pète tous les records. Au final, si Thomas Spinal bat Stipe Miocic, bah, il crée sa hype. Il crée sa hype et quand John Jones revient contre Thomas Spinal, tu as vraiment des éléments marketing qui sont énormissimes. Et je me dis, 2 combats, Thomas Spinal contre Stipe Miocic plus le vainqueur contre John Jones, ça te fera plus de chiffres que uniquement Stipe Miocic contre John Jones avec un Thomas Spinal qui est mis sur le côté. Ça, c'est mon opinion. Je pense que sportivement et même d'un point de vue business, cette situation très simple est au final la meilleure situation pour tout le monde, les fans, l'UFC et les combattants concernés. Ça se tient. Après, il y a un paramètre, c'est je sais pas la force de vente d'un Spinal. Eux le savent parce que tu sais que tu fais un Stipe Aspinal, tu vends X. Et est-ce que derrière le Aspinal Jones, il a la chance de pouvoir. Parce que en gros, hein, faut pas. Les Américains, ils aiment bien ça quand même. Le match des légendes, le dernier. Tu sais que ce truc-là, à mon avis, il fait 800 000. Je veux pas spéculer trop vite, mais si la carte elle est solide, tu sais que ce combat-là, Stipe Jones, tu fais 800 000. C'est un gros chiffre, 800 000. Ça fait bien longtemps. Si je dis pas de bêtises, ça fait bien longtemps que l'UFC les a pas fait. Tu me confirmes si tu n'es pas d'accord. Mais de tête, en tout cas, je crois que ça fait bien longtemps qu'ils ne l'ont pas fait. À partir de là, est-ce que si tu as un Aspinal qui roule sur Stipe, parce que moi c'est ce que je pense très honnêtement et très humblement,
Est-ce que tu penses qu'il prend la hype nécessaire pour refaire 800 000 derrière? Je ne sais pas. Parce que j'ai pas les chiffres, parce que ça reste un fighter européen et que on n'a pas les chiffres de vente. Tu vois. Est-ce qu'il est parce que ce 800 000 il est lourd. Tu vois. On sait que c'est des choses qui sont quasiment garanties si on reste comme ça entre un vieux John Jones et un vieux Aspinall. Pourquoi je me permets de dire vieux? Tu sens quand même qu'il est plus trop capable de faire une grosse prépa. C'est des signes qui sont. C'est pas une blessure fortuite, ça. C'est un mec qui est lutteur de base et qui a lutté toute sa vie. Donc s'il se blesse en luttant, c'est pas parce qu'il a fait un geste antagoniste ou qu'il a trop forcé. Ils se connaissent. Tu as vu le professionnalisme de John Jones quand il prépare Cyril Gane, quand il prépare ses adversaires. Ce mec-là, s'il sent son corps fatigué, il s'arrête. Il se connaît. C'est un sportif de très très haut niveau. Donc à 36 balais, la vraie raison, c'est qu'il est peut-être plus capable de faire un camp de 8 semaines sérieux et costaud. Et peut-être qu'il ne veut pas d'un athlète comme Aspinall, parce que même si on ne sait pas trop l'état de dégradation du genou, c'est un athlète. Hein. Quand tu vois ce qu'il a fait à Pavlovic, c'est un sacré athlète. Je vais utiliser un terme générique, hein, parce qu'en français, ça fait vulgaire de dire bordel. Mais aux États-Unis, c'est un bordel, Aspinall, hein, athlétiquement parlant, au niveau de ses qualités pugilistiques, sa lutte, son jiu-jitsu brésilien, et en plus son anglaise qui est capable d'éteindre comme ça de façon létale. Est-ce qu'il est encore capable de faire ça? Et est-ce qu'il peut faire un camp? Capable, c'est un champion, John Jones, mais est-ce que son corps encaisse un camp de 8 semaines pour faire face à un monstre comme Aspinall? C'est ça la question. Et en fait, aujourd'hui, il y a quoi? Peut-être Greg Jackson et l'entourage proche de Jones et Jones lui-même qui sont capables de répondre à ça, tu vois. Ben, en fait, je pense que c'est là tout le, bah, pour reprendre le terme, c'est là tout le bordel. C'est que, effectivement, si tu te positionnes à la place de Stipe et de Jones, bah, le combat le plus intéressant pour l'un comme pour l'autre, c'est de se rencontrer mutuellement. Jones, le risque est plus élevé pour lui de combattre contre Thomas Spinal que contre Stipe Miocic, que ce soit pour sa legacy, que ce soit pour défendre sa ceinture, etc., etc. Et pareil pour Stipe Miocic. Stipe Miocic, bah, il a déjà dit plusieurs fois, c'est potentiellement son dernier combat. Il lui reste potentiellement que un combat. Ça me semble très logique qu'il veuille que ce soit contre John Jones plutôt que contre Thomas Spinal. Mais donc, c'est là où pour moi, les deux situations qui font le plus de sens, et c'est pas celle que semble vouloir prendre l'UFC, c'est soit tu fais la voie 100% sportive et très simple, Thomas Spinal contre Stipe Miocic et le vainqueur contre John Jones. J'entends totalement que Stipe Miocic n'est pas prêt à faire ça parce qu'il veut ce combat contre John Jones, contre une légende. Même, il peut dire même, tu me payes ce que tu veux, je n'accepterai pas. Mais dans ce cas-là, tu prends l'option que j'ai dite à la moitié du podcast où tu dis, bon, ben ok, vous voulez vous rencontrer, très bien. Mais à partir du moment, si ça n'a pas de sens sportif, nous, on est obligé de destituer le titre à John Jones, ce qui est déjà arrivé, hein, des champions qui ont été blessés trop longtemps, Dominic Cruz, euh, je pense Barao aussi, on leur a retiré le titre par inactivité prolongée. Bah, dans ce cas-là, voilà, Thomas Spinal devient le champion et il va défendre contre Cyril Gane ou contre le vainqueur Almeida Blades, par exemple. Et de l'autre côté, bah, on met Stipe Miocic et John Jones en attente. Quand ils sont tous les deux prêts, on fait en sorte qu'ils se rencontrent, qu'il y ait une ceinture fictive en jeu. Et, bah ça, et en termes de chiffres, cette deuxième option, personne ne peut la critiquer parce que ton Stipe contre John Jones pour une ceinture fictive, ça fera autant de chiffres ou peut-être 5% en moins que pour la vraie ceinture. Mais de l'autre côté, en parallèle, tu as un Aspinal qui va défendre la vraie ceinture et sur son parcours, il va faire des bons chiffres. Alors, dernière chose, John Jones contre Cyril Gane, apparemment, sur une rapide recherche Google, ça a fait 750 000 pay-per-view. Donc, si Aspinal bat Stipe Miocic et rencontre John Jones, je pense que ça dépasse les 800 000. T'as Je raison. pense pouvoir le dire. Après rappelle-toi, la carte, elle était lourde hein, quand même. Aussi, la carte était Ouais, lourde. C'était un retour après quoi, 4 ans, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y aura le même impact si l'adversaire n'est pas hypant alors que. Parce qu'un retour après 4 ans, c'est énorme. Pour preuve, il y a une cinquantaine de fighters UFC qui n'ont pas pu avoir de place lors de cet événement. Tu vois, t'imagines un peu tellement c'était sold out, tellement ils ont privilégié les places vendues. Et notamment parce que les fighters UFC ont la chance d'être dans les premiers rangs. Et donc, t'imagines un petit peu l'impact que c'était sur ce retour. Mais est-ce que si c'est un combat où il y a eu moins d'absence et que l'adversaire n'est pas à la hauteur, il y aura les mêmes chiffres? Ça, on ne sait pas trop. Mais là où je te bah, rejoins, c'est entre, que ça a fait un why. Là, ils ont fait un sold out de fou avec des billets vendus extrêmement chers à Vegas à l'époque et que c'était Vegas ou New York? J'ai un doute.
C'était Vegas. C'est Vegas. Vegas. C'était la T-Mobile, je crois. Ouais. Et du coup, ils savent que là, ils ont fait un carton plein. Est-ce que c'est la même chose avec un combat qui aura un an ou 9 mois ou 10 mois d'intervalle? Je ne sais pas te répondre non plus. Hmm. Ouais, parce qu'au final, Cyril contre John Jones, ça reste un Européen contre un Américain. Donc Thomas Spinal Non, mais contre ça John Jones, tient, hein. Ça tient. c'est comparable, d'autant plus on pourrait partir du principe que Thomas Spinal, avec une victoire contre Miocic, bah, il prendrait autant d'ampleur que Cyril Gane n'avait au moment où il a rencontré John Jones. Et donc ce serait comparable, et donc on pourrait dépasser largement les 800 000 achats de pay-per-view, pour autant que la carte qui suit soit aussi stylée que celle de Cyril contre Jones. Moi, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette question. Euh, c'est, ouais, on va dire que l'UFC a plusieurs choix. Et de mon point de vue, il y a des mauvais choix et il y a des meilleurs choix. Après, pour une fois, je me suis peut-être trop positionné sur l'aspect sportif, alors qu'en général, j'aime bien me positionner sur l'aspect business, et je peux entendre beaucoup d'arguments sur l'aspect business. Mais voilà, moi, ma conclusion, c'est vraiment que cette ceinture intérim, ils n'auraient pas dû la mettre entre Aspinall et Pavlovich, si c'est pour faire ça aujourd'hui. Moi, ma conclusion, mon Chris, c'est quoi qu'on dise sur certaines, dans le langage courant et usuel des podcasts, on ne négocie pas avec l'UFC. On arrive à s'arranger, à s'adapter, mais on ne négocie pas. S'ils ont une idée en tête, tu peux juste essayer de t'adapter ou quémander une solution d'urgence, mais en aucun cas tu ne peux négocier ou faire un call-out. Comprenons-nous bien, c'est comme ça que ça se passe pour le moment. Est-ce que c'est très grave? Non, on s'adapte. Mais en tout cas, c'est une réalité. Et comme on a toujours fait le choix d'être transparent avec les gens qui nous écoutent, c'est ainsi que ça se passe. Et il y a des choix. Il y a une réalité sportive. Parce que, comme je le dis, on a été privé de Paris à cause de blessures et de choix sportifs. Donc, il y a une équité quand même là-dedans. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Il y a des chiffres aussi. Il n'y a pas que la méritocratie et les résultats sportifs qui sont dominants là-dedans. Il y a aussi des choix marketing stratégiques et vendeurs. Et malheureusement, c'est comme ça. Et il faut s'y faire. Voilà. Et j'aime bien parce qu'on va conclure là-dessus, parce qu'en parlant de ça, c'est vrai qu'on entend ça de plus en plus souvent. On ne négocie pas avec l'UFC. Évidemment, c'est le sujet principal du recours collectif pour le monopole et le monopsone, pardon. Comme ça, les gens comprennent bien. L'UFC s'est positionné comme étant, comme prenant le monopole et le monopsone, et donc ils ont le contrôle du marché du MMA dans son ensemble. Ils ont tous les leviers de négociation possibles et imaginables. Et là, avant notre podcast, j'avais vu une petite story de Guillaume Pelletier qui a dit clairement que ben, c'est pas encore finalisé en fait, BSD contre Poirier. L'UFC l'a annoncé, tout le monde l'a annoncé. Dana White, il a fait sa petite vidéo en selfie. Bah, apparemment, c'était pas encore confirmé par les par Moi, écoute, les deux je vais parties là-dessus. concernées. Donc, c'est vraiment, c'est ça que tu dis, c'est on ne négocie pas, on Non, s'arrange. L'UFC, il te fout sous pression parce qu'ils annoncent officiellement, et puis derrière, tu dois, en fait, t'es à leur merci, en fait, t'es à leur merci, parce c'est que ça, si mais tu refuses après leur annonce, ils vont arrêter de te proposer des combats. Et comme tu es dans un contrat exclusif, bah, bonne chance pour finaliser ta carrière et gagner ton argent, quoi. tu as raison, il faut le mettre à l'honneur, Guillaume Pelletier, parce qu'il a beaucoup d'honnêteté dans ses déclarations. Et ça reflète la réalité, tu vois, de ce qu'il dit. Donc, bravo Guillaume pour ça. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et allez, les gens qui ont fait l'effort de rester à 31 minutes 44, on va leur laisser un petit scoop qui n'engage que moi. Sachez, messieurs, que bah, plus de la moitié des combats de très haut niveau, quand je parle de très haut niveau, je parle de combats Dustin Poirier, Khamzat Chimaev, donc le haut du panier, on va dire, allez, le top 3 de chaque catégorie est annoncé sans qu'il y ait contrat de signé. Voilà. C'est pas une Bah, critique. en fait, on a parlé de John Jones contre Cyril Gane dans le podcast. Bah, Cyril Gane l'avait dit, il l'a appris en voyant l'affiche, en étant, je ne sais plus à quel. Bah, il était dans le coin de Nassourdine contre Strickland, Je je crois qu'ils pense. ils l'ont vu à Et la quand ils T-Mobile étaient en Arena. dehors de l'arène, Ouais. il a vu sa tête à côté de John Jones, et c'est comme ça qu'il a appris le combat. Donc c'est pas, allez, c'est pas un méga scoop non plus. Non, non. Les Mais fans bon, c'est le vrai savent que que ça arrive assez souvent que des il faut combats soient savoir annoncés la avant même qu'ils moitié, soient Chris. signés.
la moitié. Tu as la moitié des affrontements comme ça de très haut vol qui sont d'abord annoncés et ensuite négociés. Voilà, c'est comme ça, ils le savent, et c'est transparent. Vous avez des gens qui nous écoutent et encore une fois, on peut s'adapter avec ça et pouvoir mener, mener les. Je devrais dire négociation, mais c'est pas ça, mener la bataille, parce que c'est plus une bataille qu'autre chose, à point pour avancer sportivement dans tout ça. Ouais, bah voilà, on conclut là-dessus, mais ça nous laisse peut-être une piste parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on va devoir Ah, réouvrir on en reparlera, bien à sûr. terme, c'est ce recours collectif parce qu'on a laissé le sujet de côté. Et donc, merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant. Aldric, merci pour ton temps et ta préparation. Et on l'a déjà teasé pendant le podcast ici. La semaine prochaine, on prendra du temps pour discuter de Erin Blanchfield contre Manon Fiorot. Donc, restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et à très bientôt. À très vite, au revoir.